Le réveil de l'info. C'est Atlantique Radio. Les décodeurs jusqu'à 9h30 avec deux décodeurs aujourd'hui qui sont là souvent le vendredi. Deux journalistes, Aziz Saïdi, consultant média, et Mohamed Douyeb, journaliste et communicant. Bonjour. Bonjour. Bonjour Franck. Je voulais, vous la trouvez comment ma petite peluche là l'erreur des usines de Yiwu qui se trompent de côté pour la bouche. Du coup, la peluche normale avec la bouche normale, elle marche pas du tout, mais la peluche triste marche très très bien. C'est un carton. Elle épouse le trend de la morosité ambiante. Donc C'est exactement ça. Et je suis sûr que ça va dépasser les frontières de la Chine, parce que pour l'instant c'est un phénomène en Chine, mais je suis sûr que ça va aller partout dans le monde. C'est le nouvel an chinois, il faut le dire, le 17. Oui, ouais. Ouais. Alors, c'est quelle année Merci Aziz, merci beaucoup. Il y a une nouvelle dont je voulais parler, parce que j'ai vu ça hier sur un réseau social bien connu. Alors Mohamed Douyeb, vous êtes en pleine discussion avec Madame la ministre des Finances et de l'Économie. Oui. Et vous postez la photo. Oui, Qu'est-ce qui se ça passe? m'arrive. Oui, c'était un bel échange, très Non. franc. On veut savoir, parce que vous avez posté une photo qu'on peut voir. Si vous êtes sur Facebook, allez-y, regardez Mohamed Douyeb. Apparemment, c'est une conversation franchement intéressante. Ouais. Donc, moi, je veux savoir, vous étiez en train de parler de quoi? Figure-toi, on était en train de parler de médias. Oui. Voilà, et donc de dire, voilà, l'état des médias au Maroc, comment la ministre de l'économie et des finances, qu'est-ce qu'elle lit, quel regard elle porte, porte sur les médias, Ouais. comment elle s'informe. Et donc, je peux vous dire que j'étais surpris par certaines... par sa franchise et surtout par certaines réflexions qui sont très pertinentes. Donc, Ce qu'il faut dire pour les auditeurs qui ne savent pas, c'est que, enfin, ce qu'ils savent pas, certains le savent, mais que l'État, on va dire, entre guillemets, subventionne les médias depuis, on va dire, la période Covid. Voilà, donc c'est une discussion d'une dizaine de minutes sur les médias et elle avait des idées intéressantes pour le monde des médias. Dommage qu'on ne les exploite pas parce que souvent on dit que les ministres et les médias, c'est la méfiance, c'est la défiance Peut-être totale. qu'elle devrait déjeuner avec M. Ben Saïd. Pourquoi pas? Oui, sachant qu'ils sont deux partis différents. Elle, le parti un peu, le chef de Qu'est-ce que file. c'est que ces partis? Vous voyez la différence entre leurs deux partis? Honnêtement. Donc c'était ça l'objet de la discussion. Voilà. D'autant plus que le nouveau patron du R&D faisait partie du PAM. Donc, Exactement, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, comme... donc j'ai raison. Et pas d'indiscrétion sur Bensouda, Banque El Maghreb, tout ça. Alors là, on n'était pas vraiment, sachant que le débat était sur l'investissement public. Et même dans le débat, elle était d'une franchise et d'un pragmatisme incroyable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les propos de ministres qui essaient d'enjoliver ou d'essayer de vendre un petit peu leur bilan, mais on était plus sur les choses qui se passaient un peu mal et comment peut-être les corriger en cours de route. Voilà, donc, et moi, j'en ai Qu'est-ce qui se passe, Douyeb? Vous avez un petit croche là? Qu'est-ce qui se passe? Non, il est souvent séduit par le langage de vérité. Oui. Non, mais c'est bien. C'est bien de discuter en plus avec des politiques compétentes. Très bien. On va parler de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire le déblocage, on va dire, de ce vaste programme d'aide et de soutien d'un montant prévisionnel de 3 milliards de dirhams en faveur des sinistrés, des intempéries, des inondations, ces populations, notamment du Rab et du Loukos. Ça correspond à quoi? Moi, la question que je me suis posée tout de suite, c'est 3 milliards de dirhams, ça correspond à pourquoi en fait 3 milliards de dirhams en fait? En fait, c'est déjà budgétisé, c'est selon les estimations. C'est ça, c'est des estimations qui ont été faites. Absolument. Et en fait, donc il y a une partie qui va aller justement au soutien en nature tout de suite pour les gens. Ça, c'est très important. Il y a une partie qui est aussi très importante, qui est autour de 700 millions de dirhams aussi, qui concerne les opérations de relogement, la réfection des habitations qui ont été détériorées. Il y a une autre partie qui est aussi très très importante, qui a trait à l'agriculture et à toutes les infrastructures hydro-agricoles. Je crois que c'est autour de 1,7 milliard. Et donc, voilà, c'est un plan d'urgence qui prend un ensemble l'ensemble des constats et essaie d'y répondre avec célérité.
je pense que les autorités marocaines commencent maintenant à avoir une expérience certaine en termes de gestion des catastrophes. On l'a vu avec le tremblement de terre, on l'a vu même avec le Covid, avec plein de... Et surtout, ce qui est important à savoir, c'est que ça risque de devenir récurrent dans les prochaines années, parce qu'avec le changement climatique, on sait qu'on va avoir des pics de sécheresse et puis des pics de pluviométriques avec des inondations possibles. Et puis juste pour compléter, il y a quand même un cadre pour ces aides-là, ces logistiques-là, parce qu'on a une stratégie nationale qui est actée, qui est déployée. Donc, et comme tu dis, déjà, on se prépare déjà il y a quelques années, parce qu'on a déjà les prévisions. Et bon, après, tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui a la main. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce qu'on lit dans les réseaux, pourquoi, et ça, on va en parler certainement, la communication, comment on adresse la parole aux populations, ceux qui sont les premiers concernés, les victimes, et puis l'opinion publique. C'est le ministère de l'Intérieur avec, bien évidemment, en intervention. On a vu l'intervention de l'armée, la gendarmerie, tous les corps de métier qui sont impliqués. Mais souvent, c'est le gouvernement qui est toujours visé dans ce genre de situation. Voilà. Et bon, ça, c'est un autre débat. Comment aussi... Non, mais ce débat, il est apparu cette semaine. C'est-à-dire en début de semaine, on a commencé à dire mais quand ces aides-là, ce programme qui est quand même important... Est-ce qu'il va être déclenché ou pas? Est-ce qu'il va être déclenché ou pas? Surtout le fait de dire que c'est des zones sinistrées, parce que ça permet des mécanismes d'assurance et tout ça, et puis les gens demandaient ça et attendaient ça avec impatience. Sauf qu'il y a quand même quelques voix dissentantes, et on parle surtout du fait que, parce que là ça concerne la province de Larache, Kenitra, Sidi Slimane, Sidi Kassem, il y a d'autres provinces qui sont, notamment le Nord et Tétouan, Tanger, tout ça qui sont touchés, donc on verra dans les jours à venir. Hier soir, 21h32, j'ai reçu sur mon WhatsApp, décidément on parle beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, alors je suis totalement transparent moi, Abdellah El Ferghi, président de la Confédération marocaine des TPE-PME, vous le connaissez, qui envoie un message, je suppose, à toute la presse. Nous appelons l'ensemble des médias nationaux à se mobiliser aux côtés des TPE-PME, des artisans, des petits agriculteurs, des commerçants et des coopératives durement touchés par les récentes inondations. En relayant cet appel à la mobilisation nationale urgente, vous contribuez à protéger les petites entreprises, préserver l'économie locale et accélérer sa remise en action avec un minimum de pertes face à ce défi majeur. C'est vrai, faudrait pas les oublier. Absolument. Et puis notre ami a tout à fait raison de lancer cet appel et surtout d'essayer de lobbyer pour que cette partie qui est très importante dans le tissu économique national ne passe pas à côté de ces aides. Oui, et au-delà, bien sûr, l'appel, on peut l'entendre, mais après, je reviens toujours à la communication. Non, mais on est aussi sur de la communication, bien sûr. Oui, tout à fait. Et puis, voilà, sur la parole publique par rapport à ces événements qui sont bien évidemment c'est des catastrophes naturelles. Donc là, l'État, bien évidemment, on a vu que l'État est mobilisé et qu'elle peut bien faire. Ça, il faut le souligner. Après, aujourd'hui, on ne sait pas l'état des dégâts. Aujourd'hui, il n'y a pas encore un bilan, ne serait-ce qu'un premier. Non, parce qu'il y a encore de l'eau, vous savez bien. Oui, mais c'est-à-dire que, non, bien sûr de l'eau, mais après on peut. Moi, je considère qu'on peut déjà commencer vis-à-vis de l'opinion. Partout dans le monde, il faut attendre de toute façon une décrue. Mais c'est-à-dire mais c'est important pour évaluer véritablement les dégâts. L'état des dégâts. Surtout sur l'agriculture. Oui, sur l'agriculture, mais on peut avoir certaines premières estimations. Moi, je considère qu'on peut commencer déjà à préparer l'opinion par rapport à certains dégâts. Parce que si aujourd'hui ce monsieur lance cet appel-là, c'est que, bien évidemment, j'imagine qu'il qu'il a eu une remontée. Une remontée, voilà. Et c'est là où on commence, en termes de communication, on commence à se... Souvent, parce que les premières victimes, bien évidemment, et les associations commencent un petit peu à donner l'alerte, mais en face, on a quand même une parole publique qui reste très, je dirais, très timide. Parcimonieuse, voire inexistante, par rapport, par exemple, au porte-parole du gouvernement, par exemple. Justement. Donc, et c'est là où je peux aussi entendre certaines voix qui disent, au-delà des aspects techniques, c'est-à-dire comment on peut faire face à une telle catastrophe, mais sur cette partie-là, comment la communication publique se déploie, quelles sont ses conditions de déploiement, ses chances de réussite ou pas, là, on est devant de grandes questions et personne ne peut répondre. Quand j'entends un ministre, par exemple,
comme Nizar Baraka, derrière un point de presse après le dernier conseil de gouvernement, dire vous savez, on a préféré plus mettre en avant les experts pour parler au lieu d'avoir des hommes politiques. Oui. Là, quand même. Au contraire, là, on a besoin d'une parole politique et de montrer. Alors, l'astuce, c'est quoi? On vous a présenté, on vous a mis des experts comme ça pour ne pas avoir de récup politico-politicienne. Ouais, ça veut dire qu'on se pose quand même beaucoup de questions. Hein. Voilà. On revient sur ce sujet, on recommencera avec ce sujet-là d'ailleurs, parce que j'ai une question à vous poser là-dessus, juste après les infos présentées par Karim Droné dans quelques secondes. Avec aujourd'hui Aziz Saïdi, consultant média, et Mohamed Douyeb, journaliste et communicant. Vous allez toujours bien ? Oui, apparemment, ça va bien aujourd'hui. Hein. Très bien. Ça va très très bien. Tu as bien démarré l'émission, tu vois, avec ta peluche là, vraiment, ça y est, on avait besoin de ce moteur. La peluche chinoise. Allez sur Internet, peluche chinoise. Et pendant la pause, j'ai regardé, c'est l'année du cheval de feu. Et voilà, c'est pour ça. C'est pour ça la peluche. Peut-être. Ben voilà. tous se rejoignent. Tous se rejoignent. Et vous savez ce qui a marqué en chinois sur la peluche ? Non. L'argent rentre. c'est signe de prospérité. Bon, on parle de ce programme d'aide et de soutien d'un montant prévisionnel de 3 milliards de dirhams en faveur des sinistrés, notamment des régions du Rarb et du Loukos. On revient sur... On est en train de parler de la communication du gouvernement. Moi, écoutez, je pense quand même qu'il y a un décalage énorme entre la rapidité d'intervention des phares là-dessus et ce qui a été mené, je dirais presque entre guillemets naturellement, c'est-à-dire que les aides sont arrivées très très vite, on a déplacé les populations vers des campements, on a fait ce qu'il fallait faire. Surtout, on a communiqué parce qu'il y a une communication sur le terrain, sur les populations. Oui, mais il y a une communication de fait royale, forcément. C'est-à-dire qu'elle est facilement relayable. Et puis, donc, un décalage avec, effectivement, la communication du gouvernement. Oui, on a même vu, parce que la nature a horreur du vide, on avait même vu le député Simo qui s'est transformé en Obama de Louisiane, improvisé. Et on voyait que lui sur les fils des réseaux sociaux. Pour ceux qui ne savent pas, expliquer. Oui. En fait, expliquer son histoire, d'où il vient. M. Simo, c'est le président de la commune de Ksalkbir, c'est aussi une députée de la région. Et il a été hyper présent en matière de communication sur place, en focalisant toutes les caméras, puisqu'il y avait personne d'autre pour communiquer. Donc finalement, c'était le seul interlocuteur que le média avait, sont partis avoir sous la main. Donc on n'avait pas. Donc il s'est, je dirais, autorisé, je pense, à avoir ce rôle-là. Donc lui, il communiquait avec les médias, il annonçait des nouvelles. Il a même donné son numéro de téléphone en ligne en disant « appelez-moi si vous voulez quelque chose ». Il était le seul qui c'était un petit peu toute là. Et donc c'était lui. Alors après, avec, bien évidemment, l'initiative est louable, donc il communique. Après... quand on rentre dans le fond et on voit comment il communique sur certains sujets, alors que on voit qu'il tâtonnait, qu'il n'avait pas beaucoup d'approximations. Il n'avait pas d'informations fiables. Donc je dirais, il est allé sur des terrains qu'il ne maîtrisait pas. Et du coup, cela peut aussi nuire à toute l'intervention publique sur place. Après, pour rester dans la région, incroyable. De l'autre côté, par exemple, dans une région à côté qui s'appelle Sidi Hia, où il y a un député aussi, un grand communicant de ce pays qui organise un grand événement de la communication et qui est député, qui est aussi, je dirais, élu de la région. À aucun moment, il a pris la parole. Donc vous avez, pour moi, c'est quand même une image où on voit un élu avec un niveau, et ça on le sait, un niveau scolaire, souvent on le répète, nos élus ne sont pas, mais qui prend les devants. De l'autre, un député qui connaît ce que c'est que l'impact de la communication et qui ne fait rien, aucune porte-parole. Et dans tout ça, le parti chef de file du gouvernement, à aucun moment, n'a fait une intervention
À part après... Mais alors comment vous jugez, vous, l'intervention de ce député qui manifestement n'était pas prêt pour ça, mais enfin qui l'a fait quand même? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Non, on va pas taper sur. Nous, on dit qu'il y a un manque de communication. Donc, du moment que quelqu'un communique, on va pas lui taper sur les doigts. Par contre, comme disait Si Mohamed, je pense qu'il y avait beaucoup d'approximations. Il y avait beaucoup de. Moi, je trouve que c'est quand même. C'est louable. C'est louable, mais quand même, c'est un signal quand même négatif sur tu peux une absence d'une communication publique bien structurée, bien taillée. Et puis, il y a vraiment, enfin, sur l'aspect communication, si on peut finir sur ça, je pense que c'est important de le dire, c'est qu'on a eu soit, par exemple, avec le député Simo, une communication comme ça, un peu improvisée, spontanée, où on avait la communication des experts où on ne comprenait rien du tout. Exactement. Donc, il n'y avait pas un juste milieu. Sur les plateaux télé, il n'y avait que ça, ouais. Et le problème, c'est ça, c'est qu'à mon sens, les experts, c'est bien pour avoir l'information, mais je pense qu'il faut aussi des communicants qui, eux, digèrent cette information et essayent de la donner de manière digeste, justement, au grand public. Il faut aussi des journalistes qui fassent leur travail. Enfin, je journalistes... veux dire, attendez, parce que moi, c'est la même chose. Ça ne regarde que moi, cette critique. Mais par exemple, sur le remplissage des barrages, on a tendance à avoir sur les radios et dans les journaux des points sur le remplissage des barrages. Point, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du 3e jour, ça intéresse vraiment les gens, quoi? Et puis, il faut comprendre, c'est quoi? Il faut comprendre. C'est quoi, oui, bien sûr. C'est ça le rôle, encore une fois, de la presse. Et surtout, quand tu le dis si bien, la presse doit jouer son rôle. Il y avait des journalistes sur place. Il y avait quand même le pôle public qui était sur place. On avait mobilisés, on avait des images, on avait des gens, on avait des victimes qui s'exprimaient. Tout ça est très bien. Ça, c'est une finalité de dire que l'État maîtrise un petit peu les choses. Mais sur la parole politique, on avait en face le vide, comme disait Aziz. C'est-à-dire, à part un élu seul, qui était seul devant les caméras, c'est-à-dire qui n'était pas conseillé, qui n'était pas... Et du coup, on a vu le ministère de l'Intérieur qui a dépêché un porte-parole qui, certains jours, avait énoncé certains éléments. Mais là, on a quand même sur la partie communication publique pour, je dirais, pusher les médias et briefer les médias. Là, il y avait un vide total. Donc, il ne faut pas s'étonner que les médias puissent se rattraper entre l'expert. Comme tu disais, sur les plateaux télé, à un moment donné, on ne suivait plus le fil. On commençait certains experts même émergent dans les réseaux sociaux sur la gestion même des barrages. Et donc, voilà. Dans la CAN, on avait 40 millions d'entraîneurs. Là, on a... Non, mais surtout, moi, ce que j'avais vu, mais ça m'a étonné, c'est-à-dire il y avait sur un site, je ne citerai pas de nom, où même on a érigé ce soir-là, ce jeudi noir, comment ce barrage qui était à 144%, c'est-à-dire c'était comme une bande-annonce d'un film. Je me disais, est-ce qu'on va réussir ou pas? Donc, et là, on a quand même, c'est là on revient sur le professionnalisme des médias et de la presse par rapport aussi à la gestion à la couverture des catastrophes naturelles. Il y a aussi un sujet qui m'étonne, je veux avoir votre avis là-dessus, c'est que c'est la journée mondiale de la radio, on en reparlera tout à l'heure, mais moi j'écoute beaucoup de radios étrangères aussi, qui ont leurs problèmes d'inondation, leurs problèmes d'intempéries, les catastrophes, etc. Et on fait beaucoup parler la population. On fait beaucoup parler les gens qui ont des problèmes parce que ça raccroche au quotidien, y compris des auditeurs. Ouais. Là, est-ce qu'on a fait beaucoup parler les populations? Comme le disait, le service public, il a fait ce travail-là sur le terrain. Il a fait le travail, d'accord. On a vu... Mais... assez ou pas, ça il faudra en convenir. Et puis je pense que comme c'est quelque chose qui va devenir récurrent, il faudrait penser même à des plateformes d'information et d'alerte vers les citoyens, avec des numéros verts, avec des choses comme ça. On n'a pas vu. Est-ce que ça existe, ça, dans le service public? Nous, on ne sait pas, évidemment, mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un système qui se déclenche? Parce que le service public est là, la radio, la télé, etc., pour être disponible en cas de problème. En principe, ces plateformes, normalement, et dans le cas de la stratégie nationale de lutte des catastrophes, normalement, il y a ce projet-là de plateforme. Apparemment, ils l'ont même déployé dans certaines régions pour voir un petit peu les effets. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, il est déployé. Mais pour revenir à ta question, bien évidemment, c'est là où on peut voir l'extraordinaire, je veux dire, pénétration des radios. Et ça, malheureusement, on n'a pas entendu beaucoup de... C'est le digital qui est repris. C'est-à-dire que tout le monde s'informait sur les réseaux pour avoir bien évidemment l'image. Mais
mais c'est surtout la parole des victimes, la Ouais. parole des populations qui Ouais. est la plus pertinente. C'est Bah, là je où... peux vous dire, parce que parler de mon expérience personnelle, en France, par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle, des inondations, des choses comme ça, il y a le réseau France Bleu, le réseau de Radio France, là, qui est un réseau local, qui se... qui se met en route tout de suite. C'est-à-dire que Carrément. c'est quelque chose il y a une sonnette d'alarme qui est tirée et hop, ça y est. Il y a Donc, tout un process qui Exact. est Oui, ça enclenché, doit être voilà. huilé, ça doit Pour huiler être. normalement. exactement. Et puis on a vu surtout, enfin, on parlait de benchmark international, on a vu aussi par rapport aux inondations en Espagne, Oui. le Premier ministre Pedro Sánchez qui était sur le terrain et qui lui, pour le coup, faisait ce travail de communication Oui. de manière directe. Deux fois, il était sur le terrain. Après, bon, et ça pour revenir aussi sur le fait de ce vide de communication, dans la tradition marocaine, quand il y a de ce genre de situation, on attend voir comment les autres parties prenantes réagissent avant de prendre la parole. Parce qu'on se dit, alors qu'un élu Simon n'a pas attendu tout ça, il est sorti sur le terrain, il disait ce qu'il savait ou Mais ce alors qu'il ne savait pas. pourquoi on fait ça comme ça, nous? Il y a une forme de malaise par rapport à cette communication et les politiques se demandent si j'interviens sur le pont, comment ça va être perçu. Il y a toujours cette perception-là. Tout le monde a peur de la peau de banane, en fait. En fait, tout le monde se dit attendons pour voir comment les choses vont évoluer. Mais ça, on ne peut plus aujourd'hui se permettre ce genre de raisonnement parce que la pression de l'opinion publique devient très importante. Et puis les réseaux sociaux font que c'est ça. l'information elle circule à Exactement. l'instant T. Elle va pas attendre que Voilà. on voit le vent il va tourner dans quel sens. Est-ce qu'il ne fallait pas, pour le gouvernement, nommer un porte-parole rapidement par rapport à cette question-là qui donne des informations? Ça peut se faire. Ça n'a aucun, je dirais, ce n'est pas compliqué. Si on a les éléments qu'il faut, on peut le faire. On Mais- revient toujours au même sujet, hein. On Oui. en a parlé pour la CAN, hein, ce côté gestion de crise qu'on ne maîtrise pas vraiment. Oui, et surtout, la gestion de crise, là, on parle quand même de sauver des vies. On ne fait pas la communication pour le plaisir de la communication. La communication, c'est Je parle de justement- gestion de crise en communication. Oui, hein, oui, oui. attention. Parce que là, du coup, la gestion de crise sur le terrain, elle a été très bien Très faite. bien, mais si on oublie la partie communication, mais c'est très important. Le pôle public n'est pas suffisant. Nous, on a une vingtaine ou je sais pas 25 radios privées. Est-ce que aussi avoir des reporters sur place qui donnaient de l'information, le digital, les réseaux sociaux, les sites, tout cela fait que si on n'a pas une information vérifiée, structurée, bah, forcément l'opinion ne sera pas bien informée et ne sera pas amenée à prendre les bonnes décisions et surtout sauver des vies. Voilà. Et puis travailler sur ce narratif officiel, qui est très important. Est-ce qu'on a eu des communiqués, par exemple, tous les jours officiels? Par exemple, moi je me demande, est-ce que les rédactions reçoivent chaque jour depuis que c'est des... Et pourtant, on avait une bonne expérience par rapport, une expérience qui est concrète par rapport au Covid, où on avait justement Covid, un point de oui. presse régulier, enfin quotidien, avec des éléments, données. bah des- oui, bien sûr. Bien sûr, oui, tout à fait. Alors, ça, on sait que ça va se reproduire. Hein, Là, changement on est- climatique, C'est sûr. dérèglement climatique. On fait comment? Moi, je pense qu'après cette gestion-là, je pense qu'il y a une autre communication, au-delà de la communication du bilan, ça on va le voir. Mais comment préparer aujourd'hui les Marocains par rapport à ces événements-là et surtout déjà entamer un autre cycle de communication, de préparer. Et c'est-à-dire tout le dispositif public, c'est-à-dire cette gestion de catastrophe qui est actée au niveau du ministère de l'Intérieur avec les budgets qui sont en face, en termes de veille, c'est-à-dire rassurer les populations, parce que là, aujourd'hui, les populations doivent être rassurées, les Marocains doivent être rassurés. Ça, je pense, à un premier niveau de communication qui est pour moi important, et toutes les parties prenantes doivent être en face par rapport à ça. Je me mets un peu à leur place, parce que ces populations donc, ont souvent été déplacées vers des endroits de fortune, mais bon, Ouais. c'est Mais qui ont normal. sur d'autres villes. Certains ont, entre guillemets, tout perdu. Bien sûr. Hein. Donc là, on sait qu'il y a des aides qui arrivent. Moi, j'espère que la communication passe bien. En tout cas, On a intérêt que ça passe. il vaut mieux trop communiquer que bien moins. sûr, Quoi. mais bien Voilà. sûr. Non, mais c'est clair. Mais c'est surtout, Aziz ne me contredira pas certainement. Sur la partie communication, tout le monde a un mot à dire et c'est là où parfois ça se complique parce que toutes les... Il faut mettre en musique, il faut... Voilà, parce qu'il y a tellement de parties prenantes qu'il faut avoir une certaine structure et personne ne veut avoir la main sur ça parce que pour éviter s'il y a échec ou quoi que ce soit, qu'on puisse l'assumer seul. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut régler cette question je dirais, de communication publique. À un moment donné, il faut avoir la main, il faut de la structure
Il Parce faut... que, parce qu'en fait, comme vous le dites, il y a plusieurs départements et services qui sont concernés. Rien que par exemple par rapport à la question de l'eau, Oui, il y a le ministère de l'équipement et puis il y a le ministère de oui, l'Agriculture, qui exactement, les qui deux. doivent Et travailler puis on a, ensemble. et puis bien sûr le ministère de l'Intérieur, les forces armées, les autorités locales, et il y a les élus aussi. Enfin, ils ont Oui, aussi parce que les communes et tout ça, elles ont aussi participé ou pas dans l'effort. bien sûr. Et tout ça, il faut le mettre en musique. Et je pense qu'il faut penser maintenant, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va être récurrent. Il faut penser à des mécanismes permanents Voilà, de pour encadrer communication. cette communication. Alors, ça va se reproduire, c'est sûr. Donc, il faut quoi? Il faut une cartographie actualisée des zones inondables. Il faut des nouveaux Avec plans. des plans de secours déjà Mais ça, c'est, préétablis. ça, Je pense que ça existe. et ça existe tout ça dans la Non, 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 mais stratégie. bien sûr que ça existe, Oui. mais les plans d'aménagement aussi, des plans d'aménagement À pour, revoir. pour Oui. cette plaine du Loukos, par Bien sûr. exemple. Oui, ça c'est Peut-être des infrastructures à construire nouvelle. assez rapidement, des digues, des choses comme ça, en fait, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que il y a tout un ensemble C'est un de paysage à travaux, inventer. et, C'est un et nouveau paysage c'est à ça. inventer. Et y compris d'ailleurs sur la construction des maisons, des immeubles, etc., dans ces zones-là, quoi. Et Mais parce- il faut rappeler aussi une chose, c'est que la norme au Maroc, c'est le stress hydrique, pas le contraire, Exactement. pas le surplus. Et ça veut dire que enfin, là, par exemple, on était en sécheresse depuis 2018, ça faisait 7 ans. Exactement. Oui. Et c'est en fait, grosso modo, selon les spécialistes, c'est ça. On va avoir des périodes de sécheresse avec des pics comme ça pluviométriques. Et donc c'est une gestion très, très difficile. Et d'ailleurs, par exemple, là, avec la capacité de remplissage des barrages et tout ça, il faudrait déjà, dès maintenant, anticiper. Parce que si on a encore une saison pluvieuse l'année prochaine, Alors là, barrage Louhda, par exemple, bah oui. c'est une bombe à retardement. Donc, il faudrait peut-être penser à vider en partie les capacités de ces barrages en préparation à une nouvelle saison pluviométrique. Et dans la continuité de ce que tu dis, mais c'est là où je trouve que la communication a un rôle important de préparer à travers, au-delà des discours d'experts, mais beaucoup de pédagogie. Et c'est là où, moi, ce que je voudrais lire et entendre, c'est de préparer les gens pour prendre les bonnes décisions. Ouais. Après. Les faits et les données que donnent les experts doivent être digérés Exactement. pour Ouais. pouvoir Voilà. être vulgarisés pour le grand public. Dernière chose sur la communication, puisqu'il nous reste une minute, les banques ont communiqué. Il y a eu évidemment, Oui. elles ont, on a vu, Oui, bien on a vu sûr. les banques communiquer. Des initiatives. On les citera pas, mais oui, il y a il y a eu des les initiatives. banques, compagnies d'assurance, Oui, oui, etc., oui. etc. Parce que c'est des structures, c'est des institutionnels qui ont des départements de Non, mais communication et qui ça a- forcément... Ça a été rapide en fait. Je pense vu l'ampleur et c'est là Non, mais c'est à leur mettre à leur crédit quand même que on se positionne sur un sujet quand même qui est très important à travers des initiatives qui peuvent être louables, mais les banques et les assurances attendent toujours un peu est-ce que l'État va déclencher ce fameux mécanisme de gestion de crise, parce que là ils sont les premiers concernés, parce que s'il faut compensation, ça c'est tout je dirais c'est un fonds qui se met en route, qui se déploie. Tout ne va pas se régler là demain, quoi. Et justement, c'est la communication qui doit intervenir pour faire comprendre aux gens que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Oui. Et c'est là où la communication est importante. Ouais. Les décodeurs, c'est jusqu'à 9h30. Voilà pour ce sujet, je dirais à suivre, hein, parce qu'on va en parler pendant encore assez longtemps, à mon avis. Et puis, dans quelques minutes, on va parler d'un sujet un peu plus léger quand même. Hein. Enfin, ce sujet-là n'est pas léger du tout. Alors, d'abord, ce seront les débats express du vendredi. Donc, on va parler de plusieurs sujets, bien sûr. Mais le premier débat express de ce vendredi, ce sera une question qu'on vous pose. Quel avenir pour Walid Regragui? Ouais, Les débats express du vendredi avec plusieurs sujets. On va commencer par un sujet excellent pour le vendredi. On va avoir un week-end de foot, donc ça tombe bien. Alors pourquoi on en parle? D'ailleurs, pourquoi cette question aujourd'hui dans les décodeurs? Quel avenir pour Regragui? Tout simplement, enfin, en ce qui nous concerne du côté des décodeurs, c'est parce que vous savez que l'Olympique de Marseille n'a plus d'entraîneur, que Roberto De Zerbi
s'en va. Et évidemment, les sites de football commencent à avancer des noms, à parler évidemment du Sénégalais Habib Beye, du Portugais Sergio Conceição, le Croate Igor Tudor, et il y a un nom qu'on connaît bien, qui est celui de Walid Regragui. La rumeur intervient dans un climat déjà marqué par des spéculations internes sur l'avenir du sélectionneur après l'échec de cette finale dont nous ne parlerons plus de notre vie, de la CAN 2025, même si la Fédération royale marocaine de football a fermement démenti toute démission ou volonté de départ de Regragui, soulignant qu'il n'a pas présenté sa démission et reste en poste alors que le Maroc se prépare pour la Coupe du Monde 2026. Pourtant, la pression reste forte. Alors, pourquoi on se pose cette question, Aziz ? Pourquoi on se pose cette question sur l'avenir de Walid Regragui aujourd'hui ? Eh ben, je vais vous étonner, ça revient toujours à la communication. Je pense que c'est surtout un souci de communication, puisqu'on le sait, que ce soit la fédération ou l'entraîneur lui-même, à part la conférence de presse qui suivait la finale et qui était obligatoire par rapport à la compétition, il n'y a pas eu de communication. Comme vous l'avez dit, donc les semaines sont passées, et puis on a commencé à avoir des informations qui venaient de l'Hexagone de France, notamment avec cette première rumeur de démission de Walid Regragui, qui a été démentie, et dans le communiqué était laconique. Il n'a pas démissionné, mais on ne dit pas, on réitère la confiance. Exactement. Donc, il n'y a pas cet élément de langage. C'est l'élément de langage qui fait que ça aurait fait... Et puis, il y a le fait... Je suis d'accord avec vous, et il faut se méfier des journalistes français de football qui sont généralement bien informés. Ouais, exactement. Non, mais c'est même au-delà. On peut même penser à une question d'agents plus que de journalistes, parce que c'est eux qui peuvent faire circuler dans les rédactions ce genre de rumeurs ou d'informations. Ça peut être une manière d'un peu faire du bras de fer. Et puis surtout, peut-être que il y a des éléments objectifs. Walid Regragui, il était là pendant le Classico OM Marseille. Donc voilà, alors que on ne sait pas, alors que c'est une période un peu délicate pour lui et tout ça. Donc ça, en tout Walid Regragui connaît Mehdi Benassia. Absolument. Et puis Mehdi Benassia qui lui a offert sa démission, mais qui a été refusée. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi une manière de mettre la pression un peu à la fédération pour voir. Alors il y a une question. On sait que, les informations qu'on a à travers ceux qui ont des sources bien introduites disent qu'il y a eu une première réunion hier entre Walid Regragui et le président de la fédération, Fawzi El Rja. Ça reste pour le moment pas de communication dessus, donc ça reste au conditionnel. Et une autre réunion serait aussi programmée dans la journée, voire dans le week-end. Donc ça veut dire que les choses restent ouvertes. Il y a quand même un point de discorde, c'est le réaménagement du staff technique. Je ne sais pas si c'est un point de discorde, mais en tout cas, on sait que Iniesta, il est là aussi en ce moment. Ah oui, et on sait que aussi que le Belge qui avait, j'ai oublié le nom, qui était analyste de performance, qui était avec Wahbi donc pour la Coupe du Monde de U20, qui a aidé donc l'équipe nationale pendant la CAN, est aussi, serait aussi en train de signer un contrat permanent. Donc il y a beaucoup de conditions. Il y a beaucoup de lignes quand même qui bougent. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Et après, c'est vrai que là, pas de communication, c'est clair. Mais pourquoi, ta question, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu finalement un débriefing de la part de Regragui par rapport... Ni de Regragui, ni de la fédération. Que ce soit sur un plan institutionnel ou de la part du président de la fédération ou d'entraîneur, un peu à froid, un petit peu leur débriefing par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, c'est porte ouverte à toutes les... Après... il n'y a pas que les journalistes français sportifs qui sont bien informés, il y a aussi des journalistes marocains qui sont assez bien informés. Moi j'ai entendu, Pourquoi je dis ça ? Non mais c'est possible. Je vais donner un fait. Il faudrait déjà que l'information existe pour que les gens... Je vais donner un fait. Sur une là, à mon avis, il n'y a pas d'infos. Sur une radio publique marocaine, dans une émission dédiée au sport, on a un chroniqueur assez bien introduit et qui, moi j'ai entendu, et qui nous expliquait, qui argumentait pourquoi Regragui, on parle de ce contexte-là précis, pourquoi Regragui est taillé pour le football européen. Alors là, désolé. C'est-à-dire que Regragui, dans son esprit, dans sa façon de faire, il est beaucoup plus taillé pour... c'est ce que ça veut dire.
Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas que de l'autre côté, mais donc, moi, je pense qu'il y a des lignes qui bougent. Il y en a même qui sont allés plus loin en disant que si Regragui n'avait pas démissionné, c'est à cause de la clause de départ. Oui, et donc, il y a aussi des rumeurs sur Sktiwi, comme quoi des cadres de l'équipe nationale ne voudraient pas de lui en repreneur de l'équipe nationale. Et tout ça, ça nous met dans un brouhaha qui... le jour sans fin de la finale continue. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, est-ce qu'il a déposé, est-ce qu'il va partir ou pas? Est-ce que franchement, aujourd'hui, la question, est-ce que Regragui aujourd'hui est l'homme de la situation et l'homme de la prochaine Coupe du Monde? C'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que la stabilité, c'est la meilleure option à ce moment-là? Mais je ne parle de la question, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un Regragui pour gérer le prochain mondial, ou on a besoin d'une rupture aujourd'hui pour bien préparer les choses? En tout cas, il faut prendre la décision maintenant parce qu'on n'a plus que 4 mois ou 3 mois. Comme tu disais, ici, on a un Iniesta qui est déjà là. C'est-à-dire que là, on est en train de... Ça y est, on va vous... je vais vous imprimer les contrats, là. Non, mais la question, c'est ça, en fait. Quelle est votre réponse à cette question-là? Est-ce qu'il faut, Aziz, est-ce qu'il faut créer un nouveau départ? Moi, je suis plutôt pour le départ de Regragui. Il faut déjà rappeler et féliciter Regragui pour tout ce qu'il a donné à l'équipe nationale, notamment cette épopée au Qatar. Maintenant, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est cassé dans la mécanique. On sait que Regragui, c'était celui qui avait une communication positive en disant Dirnia, le truc, machin. Et avec les mamans pendant la Coupe du Monde, il y avait tout un halo positif autour de l'équipe nationale. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé. On l'a vu même par rapport aux joueurs de l'équipe nationale qui se battent dans les terrains européens. Quand il y a Thierry Aline qui attaque les Seybari, il y a machin, il y a Diaz avec Akhoumesh, on voit qu'il y a quelque chose qui est cassé dans cette mécanique. Et pour être tout à fait objectif, moi, ce que je reproche à Regragui, c'est plutôt d'avoir ramené des gens qui n'étaient pas en forme, qui étaient pour la plupart blessés. D'ailleurs, on l'a vu après la CAN, la plupart, c'était l'hécatombe. C'était l'infirmerie. Il y en a plein qui ont été faire des opérations, des gens qui sont indisponibles pour des semaines. Et donc, et même la gestion des changements pendant... Et puis, moi, je pense que c'est aussi une question d'attitude et d'allons. Il faut un déclic. Maintenant, par rapport à Sktiwi, pourquoi son nom revient avec insistance? Parce que c'est quand même quelqu'un qui, rappelons-le, en 14 mois, a eu une médaille olympique, a gagné la Coupe arabe, a gagné le Chan. Et à chaque fois, en reprenant une équipe, il a eu 2 mois pour préparer les compétitions avec des joueurs différents, avec des choses différentes. Et je pense que ça pourrait être l'homme de situation, ouvrir un nouveau chapitre. Maintenant, je n'ai pas la science infuse et je ne dis pas que les responsables ont leurs éléments pour décider. On a besoin d'un nouveau chapitre, un nouvel élan. Je ne pense pas qu'avec c'est clair, on a besoin d'autre chose. C'est le message. Une pause, on revient. 18, la conversation continue. Bon, on disait hors antenne avec Aziz qu'on le verrait plutôt à Rennes, parce que la pression à la commanderie. Voilà, c'est ça. Habib Beye va à l'OM, il va rester 1 an, voilà, normal. Et puis Walid Regragui. D'autant plus qu'il y a deux joueurs marocains, Aït Boudlel et Zabiri qui viennent de rejoindre. Ouais. Ça continue avec les débats express. Qu'est-ce que vous préférez, l'affaire Epstein ou aller en Iran? Alors là, la peste ou le choléra. La peste ou le choléra. Il n'y a pas quelque chose entre les deux qui puisse être un petit peu jouable. Entre les deux. Alors, on va parler quand même de cette affaire Epstein parce que j'ai l'impression que tous les jours, on se réveille, on ouvre Google, on tape affaire Epstein et on a une nouvelle affaire. Et aujourd'hui, c'est la Norvège. Oui, la Norvège avec la chute de Mette-Marit qui... la princesse. Oui, la princesse, donc la future reine de Norvège. Exactement, en fait, hein, c'est ça. Mais pas que. Il y a aussi l'ex-premier ministre norvégien. Je ne vais pas vous donner les noms parce que c'est trop compliqué. si, on veut. Et un diplomate qui est aussi un des co-organisateurs du Forum de Davos, norvégien. Et tous ces gens entretenaient des relations, la princesse par exemple, très amicales avec Jeffrey. On va aller où en fait? On a vu ce qui est arrivé à Jack Lang, donc qui a démissionné de l'Institut du monde arabe. Sa fille aussi. Et sa fille aussi. Et on découvre des choses incroyables et surtout des réponses incroyables de Jack Lang sur...
je sais pas. Oui. C'est Je suis lunaire. blanc comme neige. Il y a un déni. Blanc comme Je suis blanc. Eh ben, il était pâle. Hein. Oui, exactement. J'ai créé un. Oui, mais ça, Ah. c'est à force de trop tirer sur la peau. Exactement. Ça finit par changer de couleur. Non, mais c'est ça. On découvre des histoires incroyables. Cette proposition de créer une société offshore pour acheter de l'art et tout ça, c'est normal, quoi. Tout ça, c'est normal. Non, mais ce qui est impressionnant, moi en tout cas de ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai pu voir, en tout cas tous les sujets, les reportages, les articles, mais il y a quand même un point focal sur lequel il faut cette façon qu'a Epstein à entretenir son réseau. C'est juste Mais il faisait que ça, en fait. C'est son voilà, travail, en fait. Hein, c'est ça. Alors, les gens, ce qu'ils racontaient, j'ai entendu sur une émission, d'ailleurs sur une chaîne française, cette écrivaine qui vit à New York, qui disait que Epstein, il peut, par exemple, entamer un contact avec vous autour d'une soirée ou d'une réception, et si le contact est fait, dans les 10 minutes après, vous avez un petit message de sa part en disant, voilà, c'était amical, c'était intéressant, on a discuté de tel sujet, et il vous oubliera jamais. C'est-à-dire que lui, cette capacité-là à avoir ce réseau tentaculaire de tous les bords, les experts, les écrivains, les scientifiques, les militants, artistes, les sportifs, les militants, les activistes, tout ce que vous voulez. Et toujours, à un moment donné, il a besoin d'eux pour un certain sujet et il les trouve, ils sont réactifs. Et puis, ce qui abominable dans cette histoire, c'est surtout comment ces gens, certaines en tout cas personnes, pouvaient partager avec lui des informations qui sont quand même d'une portée importante pour leur pays. On parle du diplomate français là, qui lui partageait même des résolutions qui sont à titre confidentiel onusiennes. Et donc, en termes de veille et d'information, il était informé de tout. Et c'est là comment cette élite-là mondiale a pu quand même tomber. C'est ça, en fait. En fait, c'est le rapport à l'élite. C'est ça le vrai sujet. Exactement. Bien sûr, c'est la pédophilie, c'est la sexualité, c'est tout ça. Oui. Mais ça, c'est répréhensible. Il y a eu une enquête là-dessus, il y a eu des jugements. Ça, c'est de la criminalité, etc. Oui. Mais au-delà de ça, il y a un rapport des élites. Oui. Il y a... les dirigeants même. Je veux dire une conscience qui n'est pas du tout morale, en fait, oui, qui n'est pas du tout éthique. Tu as parlé de la princesse norvégienne. Oui, alors les échanges sont tellement... Les Norvégiens sont absolument effarés de ça, parce qu'ils ont un rapport à la politique qui s'était simplifié, transparence, etc. Oui. Et ils découvrent des choses incroyables. Oui, enfin, cette affaire, elle est gigantesque et on a l'impression que c'est les poupées russes. Il y a des affaires dans l'affaire partout. Vous parlez de la Norvège, il y a aussi le Danemark, le Royaume-Uni, avec maintenant même Starmer qui est mis en cause après le prince Andrew. On a des manifestations à Bombay contre Narendra Modi qui a aussi pratiqué le cercle. Et on a l'impression qu'il y a des affaires partout et que ça explose de partout. Et comme vous l'avez dit, moi, il faut juste rappeler un peu quand même le contexte. C'est que le contexte de publication, donc de 3 millions de fichiers, de documents, avec des mails, avec des photos, et que parmi ces 3 millions, donc on peut puiser pour trouver plein d'affaires, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont rayées, donc il y a encore d'autres affaires derrière, donc caviardées. Et puis par exemple, pour revenir sur le cas français, rappelons que monsieur Jeffrey Epstein était résident partiel à Paris, qu'il avait un appartement donc avenue Foch et et que cet appartement a été perquisitionné en 2019, mais avec le suicide en 2021 de Jean-Luc Brunel, donc l'affaire a été... Mais ce qui est intéressant de savoir par rapport, par exemple, au cas français, c'est que ces perquisitions... tout ce temps-là, de 7 ans ou 8 ans qui ont été perdus, je pense que maintenant ça va être ouvert et qu'on va te retrouver avec encore plus de scandales derrière. En tout cas comme vous l'avez dit... Alors Brunel, parce que vous avez cité Brunel, c'est assez intéressant le cas Brunel, parce que c'était un fournisseur, on va dire. Absolument, c'était un patron d'agence de mannequins qui lui fournissait. D'Epstein, mais à partir du moment où Brunel s'est suicidé, on a fermé l'affaire. C'est ça le problème. C'est ça le problème, et ça, donc on a perdu, le temps judiciaire a perdu 7 ans. C'est ça, et là il y a
pas mal de victimes, d'ailleurs, qui demandent à ce que l'affaire soit réouverte. Absolument. L'affaire Brunel, évidemment. Et puis, faut pas oublier que là-dessus. Oui, faut pas oublier aussi qu'Epstein, donc, on a vu pendant les perquisitions qu'il y avait des caméras partout et que dans lui-même filmait les gens. Donc les documents qu'il doit y avoir, ça doit être aussi explosif. Alors que tout le monde savait, 2008, une condamnation déjà qui était infréquentable, et pourtant on a continué à l'avoir comme un ami, très bien le fréquenter. très bien le fréquenter, à avoir des rapports professionnels. Rappelons que la fille de Jack Lang a été couchée sur son testament, ce qui paraît. Tout comme ce diplomate qui est un des patrons du forum de Davos, dont les enfants ont reçu chacun 10 millions de dollars. Justement, voilà. Donc, c'est bon. Quand est-ce un film sur Epstein ou une série ou parce que là, franchement, je pense qu'il faut une série. Non, je pense que là, non. Plus long. Franchement, il y a déjà eu. Je pense qu'il faut un studio de cinéma. Exactement. À regarder l'excellente mini-série qui a été faite par la BBC avec le Prince Andrew. Très bien. Voilà. Mais en tout cas, comme vous l'avez dit, en fait, au-delà de tout, c'est cette question de connivence des élites avec des élites qui ont des rapports, qui ont les élites les puissants. Très puissant et qui donc nous montre un autre visage que le visage public. Et ce n'est pas que... C'était l'argumentaire de Jack Lang, c'était de dire Monsieur Epstein, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais on a l'impression que eux tous, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Exactement, tout à fait. Jack Lang, qui, je le rappelle, qui un jour est invité dans la résidence du fils de l'Aga Khan et, pour un événement, etc. Et qui va envoyer un mail à son ami Epstein pour demander si sa voiture est disponible pour l'accompagner. On est à ça. On est là-dessus. Quoi. Et dernier mot par rapport à ça, par rapport à l'Institut du monde arabe, je pense qu'il est temps qu'il y ait un arabe ou un... Oui, à la tête du truc. Faut le dire, c'est qu'il y a un certain nombre de pays arabes qui sont dans le conseil d'administration de l'IMA. Donc ça, c'est très important. On n'aura pas le temps de parler d'Iran. Moi, je voudrais qu'on parle de la journée mondiale de la radio. Là où il nous reste 2 minutes. La radio, c'est important pour vous ? Très, mon Dieu. Absolument. Absolument, oui. Il ne faut pas le répéter aujourd'hui juste pour le cas marocain. Oui, alors 15 millions d'auditeurs quotidiens, il faut le dire. La moitié de la population. Il y a eu une petite érosion avec le Covid et donc on peine à remonter, mais c'est pas catastrophique. Donc, et puis dès l'invention de la télé, on a dit que la radio était finie et au contraire, au final, ça reste le média le plus proche des auditeurs, donc le plus proche de la population. On a des habitudes avec la radio, c'est ça qui est important. Absolument. Nous, on fait de la radio tous les matins entre 7h et 10h et on s'insère comme ça dans les habitudes des gens. Et puis surtout pour parler d'avenir, il y a quand même un potentiel de se renouveler, de faire de nouveaux formats avec le digital, avec la combinaison du digital qui sont juste extraordinaires. Je pense que là, il y a un moment donné, après 20-25 ans quand même de libéralisation des ondes au Maroc, je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi repenser cette offre-là, ces cahiers de charges-là, parce que là, aujourd'hui, on est sur une nouvelle... Même le pays, comment il est en train d'évoluer, est-ce qu'aujourd'hui, les radios d'aujourd'hui, je me mets des générales, sont vraiment pas à la hauteur en face par rapport à la transformation économique, sociale du pays. Là, je pense qu'il y a quelque chose aussi, un grand sujet qui ne dépend pas que des médias ou des dirigeants des médias, mais qui dépend le sujet de tout un pays, le sujet de toute une nation. Oui, mais je pense aussi, il faut le souligner quand même, que par rapport à d'autres médias, nous on vient de la presse écrite par exemple, la radio a su se maintenir, la presse écrite elle a perdu un peu la verve qu'elle avait. La télé, je pense qu'on a besoin d'une transformation radicale complètement, mais la radio c'est déjà sur le bon chemin, il faudrait juste un peu... il faut surtout reprendre les chiffres d'affaires de la pub qu'on a connus juste avant le Covid. Il faut récupérer tout ça pour que le secteur se porte mieux, ça c'est sûr. Et pas important, comme tu disais Aziz, quand même sur la liberté quand même de temps, je ne parle pas de toutes les radios, parce que heureusement dans les radios, il y a quand même cette liberté de temps, liberté d'expression. Vous en êtes la preuve vivante. Exactement, et cette émission, on est la preuve. On est la liberté de parole et surtout d'opinion qui est importante. Voilà. Vous êtes formidable. Mais oui, je sais, on est un peu gentil des fois. Et on n'a pas parlé de vendredi 13 finalement. Non, vendredi 13, c'est aujourd'hui de toute façon, et pour l'instant ça se passe bien. Mais on croise les doigts. Il n'est que 9h29. Merci à vous deux. Merci Mohamed Douyem, merci Aziz Saïdi. À très bientôt dans les décodeurs. À suivre les infos avec Karim Dronet.
Attends.